Merci d'être là. C'est vraiment intéressant. Je vous invite, comme je disais, à maintenir votre caméra ouverte. C'est le fun de se voir, mais votre micro fermé parce que ça devient fatigant avec les bruits de fond. Et à la maison, on ne prévoit jamais ce qui peut arriver, incluant un enfant, un chat ou tout autre. Et puis de faire vos commentaires par le clavardage que vous voyez. On va partir ça, si ça vous va. Je vais retrouver mes notes. Bon, donc, bienvenue à cette première édition. C'est une série de conférences que le chantier organise cet hiver qui vise à faire part de ce que l'économie fait pour répondre à des enjeux de société majeurs au Québec, des défis qui sont communs et donc pour lesquels on pense qu'une solution collective s'impose. Au travers de cette série, vous allez entendre parler d'économie sociale ou des fois on parle d'entrepreneuriat collectif. Alors, je vais juste prendre un moment pour clarifier pour ceux qui sont moins familiers avec ce dont on parle. On parle d'une façon d'entreprendre qui est basée, donc, une réponse collective à des défis communs, donc qui vise le rendement à la communauté ou aux membres et qui est autonome du gouvernement. Au Québec, on parle de 11 200 entreprises collectives avec un chiffre d'affaires de 47,8 milliards de dollars et qui emploie près de 220 000 personnes. Donc, c'est une réalité économique importante au Québec. Mais je pense qu'il faut aussi parler du fait que c'est 13 millions de membres. Donc, pour beaucoup, on est membre de plus d'une entreprise d'économie sociale et environ 90 000 administrateurs bénévoles qui participent à la gouvernance démocratique, où chaque voix a le même poids au conseil. Donc, on peut parler d'une réalité économique, mais aussi d'une réalité sociale. C'est des entreprises où les gens s'impliquent et qui nous ressemblent. Parce qu'on a, entre autres, des conseils d'administration qui sont plus représentatifs de notre communauté, où la présence paritaire des femmes et une présence forte de jeunes au CA. On parle une personne sur 5 a 35 ans ou moins. Et parce qu'on a cette gouvernance bien différente, on voit des entreprises qui font des choix innovants, plus différents de ceux qui se feraient au public ou au privé, qui répondent donc aux besoins et aux aspirations locales et qui sont aussi plus pérennes de par cet ancrage dans leur communauté. Aujourd'hui, on va parler de vieillissement de la population puis des soins aux aînés. C'est un enjeu qui est majeur au Québec et qu'on sait qui est croissant. On en parlait déjà dans certains milieux de l'impact de ces changements qui est en cours, qui avaient sur la qualité de vie tant des personnes aînées et de leurs familles, puis particulièrement les femmes, il faut le nommer, mais aussi les changements que ça suscite dans notre économie puis dans notre société. Les types d'emplois qui montent et qui sont en demande, l'occupation du territoire en fonction des infrastructures disponibles, etc. Et évidemment, cette année nous a montré encore plus clairement que la façon dont on prend soin de nos aînés au Québec a un impact plus large que juste sur les aînés, sur nous tous, et qu'on doit faire mieux, notamment en termes d'accessibilité et de qualité des soins. On sait aussi que cet enjeu-là va juste continuer de croître, même avec un vaccin à venir. Et donc, dans ce contexte, il nous semblait important de situer quelles sont les perspectives pour que l'économie sociale contribue à assurer une qualité de vie aux personnes aînées et les communautés où elles vivent. La première solution qui apparaît de plus en plus évidente, c'est de permettre aux gens de rester plus longtemps chez eux. Plusieurs études montrent que quand c'est possible, financièrement et logistiquement, c'est ce que les personnes les aînées elles-mêmes préfèrent. Et des données de la dernière année confirment que c'est aussi une question de finances et de santé publique. Parce que des gens qui finissent en soins de longue durée, on parlait de 1 sur 9, auraient pu recevoir des soins à domicile. Donc, plus longtemps tu es capable de rester chez toi, tu es plus content, tu es probablement plus en santé et c'est moins complexe ou complet. Les soins qu'on offre dans un système public sont peut-être pas tous nécessaires quand tu peux rester autonome chez vous. Donc, pour nous parler un peu plus de à quel point c'est réaliste et souhaitable de développer cette avenue, quel levier on a au Québec pour maintenir les gens à domicile plus longtemps, puis quel est le rôle de l'économie sociale, on a ici M. J-Benoît Caron, qui est directeur général du réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile, qui va venir nous en parler. M. Caron? Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Béatrice. Effectivement, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai accepté cette invitation de venir parler des services à domicile, de venir parler des aînés au Québec.
Il y a une infographie, un apron qui sera disponible pour ceux qui le souhaitent, là. Je pense qu'on ne le met pas à l'écran, mais il sera disponible là, pour les gens qui souhaiteraient avoir ce dont je vais vous parler. Je vais vous en parler brièvement. En fait, j'ai 10 minutes, donc je vais essayer de diviser. Je vais vous parler 5 minutes du passé et du présent, puis un bon 5 minutes aussi de comment nous, on voit l'avenir là au niveau des entreprises d'économie sociale en aide à domicile et du réseau de coopération des ESAD. Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile existent au Québec depuis le milieu des années 90. En fait, vous vous souviendrez pour plusieurs de la marche des femmes du Pain des Roses, vous vous souviendrez du sommet sur l'économie et l'emploi, de différents chantiers qui ont été initiés lors du sommet sur l'économie et l'emploi. Un chantier sur le soutien à domicile avec une volonté de créer un réseau d'entreprises d'économie sociale qui seraient présentes dans toutes les régions au Québec et qui pourraient contribuer à répondre aux besoins qu'on anticipait déjà en 1996, qu'on anticipait grandissant en matière de vieillissement, en matière de services à domicile. Il y avait une autre volonté aussi qui est toujours présente aujourd'hui, celle de créer des emplois idéalement convenables auprès de personnes qui, à ce moment-là, étaient peut-être un peu plus éloignées du marché du travail. On conviendra qu'entre 1996 et 2000, le début de l'année 2020, l'évolution en matière de main-d'œuvre, en matière d'emploi avait énormément évolué. Et on peut constater aujourd'hui que la préoccupation qu'on pouvait avoir à ce moment-là de l'importance du vieillissement de la population, ça s'est confirmé, bien entendu. Alors, à ce moment-là, en 96-97, un vaste chantier, beaucoup soutenu par le chantier d'économie sociale qui, lui aussi, est né à peu près à ce moment-là. Les partenaires coopératifs, bon, on a entrepris là, la création de toutes ces entreprises-là. On partait d'à peu près rien. Ça, c'est important parce que ça va revenir dans mon propos un peu plus loin. Quand on a débuté tout ça, oui, il y avait des expériences de coopératives de services à domicile, d'organismes qui œuvraient en employabilité, qui favorisaient l'intégration de l'emploi, mais on ne partait pas de là où on est aujourd'hui. C'est pour ça que je vais le dire tout de suite. Si on était capable de faire ce dont je vais vous parler à partir de presque rien en 96, il faut juste s'imaginer ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec tout ce qu'on a créé, tout ce qui existe, l'expérience, les connaissances qu'on a développées, puis les acteurs. On a un bottin d'acteurs là, qui est excessivement riche, large, expérimenté. Donc, fort de ce qu'on est aujourd'hui, en considérant ce qu'on était capable de faire, il faut juste imaginer en matière de vieillissement, en matière de services à domicile, en matière de soins, comment on est capable d'aller loin là, quand on parle d'entrepreneuriat collectif. Ce vaste chantier de construction-là qui s'est amorcé à ce moment-là, ben aujourd'hui, quand on le regarde, c'est 100 entreprises d'économie sociale, c'est 9 400 emplois, c'est 7 millions d'heures de services qui sont rendus, c'est 100 000 usagers, c'est un chiffre d'affaires qui se compte en plusieurs dizaines de millions. Donc, en très peu d'années, avec très peu de moyens, les dirigeants de ces entreprises d'économie sociale-là, avec quelques accompagnateurs, ont été capables de créer un géant. Moi, je considère que les services à domicile, les entreprises d'économie sociale en aide à domicile sont un géant. Malheureusement, souvent dans mes propos, je peux ajouter c'est un géant au pied d'argile. Alors, on sait que l'argile, c'est friable, c'est fragile, mais on est quand même très solide. Alors, on a créé ce géant-là, ces 100 entreprises-là, dans toutes les régions du Québec, peut-être à la Baleine, les îles de la Madeleine, Roméo est là, on est partout. Et en principe, on couvre l'ensemble du territoire. Toutes ces entreprises-là ont été accréditées par le ministère de la Santé et ont évolué en étant ancrées dans leur milieu, dans leur communauté, en s'inspirant aussi des besoins qui étaient présents pour croître, pour évoluer. Important de préciser, entreprises collectives, entreprises exploitées à des fins non lucratives, des entreprises administrées par et pour leurs usagers. Alors, c'est des usagers eux-mêmes qui administrent ces entreprises-là, des partenaires, des acteurs communautaires, des acteurs du milieu qui sont là dans les conseils d'administration de ces entreprises-là. Naturellement, une salutation plus particulière aux gestionnaires de ces entreprises-là qui ont créé ce géant-là.
ceux qui sont passés, qui sont partis et ceux qui sont encore présents aujourd'hui. Je pense qu'il est très important de les saluer. Je parlais de 100 000 usagers. Je vais tracer un portrait rapide des 100 000 usagers. C'est 70 des 100 000 usagers qui sont des femmes vivant seules à faible revenu. Alors ça, c'est quand même un facteur qu'il faut considérer. C'est une clientèle de plus de 70 ans, très, très souvent et de plus en plus âgée. Donc, on intervient vraiment là, ce dans quoi on devrait être préoccupé comme société, c'est-à-dire d'avoir un œil, une vigilance, un intérêt pour le vieillissement de la population et d'avoir à la disposition de ces personnes-là les services qui sont nécessaires. J'ai parlé qu'on était accrédité par le ministère de la Santé. Les ESSAD sont accrédités, sont des partenaires aujourd'hui des centres intégrés, autrefois des régies régionales, puis encore plus loin des agences pour ceux qui sont plus âgés, un peu comme M. Richard, peut-être de la Gaspésie. Alors, pour avoir vu toute cette évolution-là. Donc, on est des partenaires heureux, des fois des partenaires tendus. Alors, on a chaque entreprise a encore à investir quotidiennement dans la connaissance qu'on a de l'entreprise, dans la reconnaissance de l'entreprise. On intervient au niveau de l'aide à domicile. On fait de l'aide domestique, bien entendu, cependant interdit de parler de femmes de ménage. Les préposés d'aide à domicile ne sont pas des femmes de ménage, ce sont des préposés d'aide à domicile qui vont accompagner des personnes en perte d'autonomie ou ayant des limitations fonctionnelles qui ont besoin d'aide. Alors, ce sont des personnes, les préposés d'aide à domicile, au nombre de 8 700, qui vont aider des personnes qui sont aînées, qui vivent chez elles. Donc, au niveau de l'aide à domicile, de l'aide domestique, c'est tout ce qui va permettre à une personne de vivre dans un environnement salubre, correct, qui va être favorable là, à son bien-être, bien entendu. Donc, c'est vraiment de l'aide domestique. De plus en plus avec les années, avec le vieillissement de la population, avec les besoins qui ont grandi, les entreprises d'économie sociale ont développé une expertise, même une formation avec le ministère de la Santé pour intervenir en matière de services d'assistance personnelle. Alors là, on n'est pas autour de la personne, on touche à la personne. Alors, ça va être prendre son bain, ça va être se coiffer, ça va être s'alimenter. Alors, on voit qu'il y a eu une croissance au niveau de la nature des besoins qui a développé inévitablement le volet là, des services d'assistance personnelle. Les entreprises font également du répit, ce qui est très important. On travaille beaucoup pour la personne en perte d'autonomie, la personne avec des limitations fonctionnelles, mais on travaille aussi depuis le projet de loi 56, qu'on appelle des personnes proches aidantes. Alors, moi, je dis souvent, en aidant les aidés, on aide les aidants. Alors, on joue un rôle, je pense, pour plusieurs personnes proches aidantes, un rôle important dans leur quotidien, parce que quand on est une personne proche aidante, plusieurs le savent, c'est au quotidien. Ceux qu'on doit aussi saluer dans cette construction-là, chez ce géant-là, c'est bien entendu les 8 700 préposés. Ce sont principalement des femmes. La moyenne d'âge est un peu plus élevée. Là, on parle facilement de 45 à 55 ans. On a beaucoup de travailleurs qui sont même un peu plus âgés que ça. Puis de plus en plus, on va explorer la main-d'œuvre plus jeune. Probablement que mon 5 minutes est déjà très avancé, alors je vais me précipiter dans ma deuxième partie. Lors de la première vague de la pandémie, ça nous a amené à faire plusieurs constats, notamment que tout le monde n'est pas en hébergement au Québec, tout le monde ne vit pas en CHSLD. Au Québec, 80 des aînés sont chez eux. Ils vivent dans leur maison, ils vivent dans leur appartement. Ils ne sont pas en hébergement. On sait que c'est à peu près 90 des décès lors de la première vague qui se sont produits principalement en CHSLD, mais en milieu de vie collectif, si on veut. Alors, et c'est moins de 10 des aînés qui sont décédés qui étaient à domicile. Donc, on a quand même on arrive à certains constats. Je ne veux pas m'étendre sur ces constats-là. Il y a plusieurs facteurs qu'on devrait discuter, mais il y a quand même une conscientisation à l'importance de vivre chez eux. Malheureusement, au Québec, encore aujourd'hui, même avec cette construction-là dont on est tous très fiers, là, moi, je prétends souvent entre nous que les ESSAD sont une des plus belles réussites en économie sociale. Heureusement, vous n'avez pas le droit de parole parce que vous pourriez probablement avoir d'autres exemples tout aussi louables, tout aussi à applaudir, mais on est très fiers des entreprises d'économie sociale en aide à domicile. Donc, lors de la première vague, ça nous a permis de faire le constat que
on ne réussissait pas à répondre véritablement à la demande. Actuellement, au Québec, c'est une personne sur 5 qui a plus de 65 ans. En 2030, donc après-demain, ce sera une personne sur 4 qui aura plus de 65 ans. On sait que la perte d'autonomie s'accentue particulièrement autour de 75 ans. On sait aussi que même avec cette construction-là d'entreprises d'économie sociale au Québec, on a encore des paradigmes comme si ça n'existait pas. On a encore une culture aussi pour les aînés. Quand on est vieux, on déménage. Et là, naturellement, je ne veux pas qu'Éric Simon intervienne tout de suite parce qu'il peut me contredire, mais il demeure quand même que c'est dans notre culture au Québec, quand on est vieux, on déménage. On ne pense pas aux services à domicile et considérant les moyens qui existent, considérant les volontés gouvernementales, on n'a pas parlé beaucoup d'entreprises d'économie sociale, de possibilités d'obtenir des services, que ce soit du réseau public ou que ce soit encore de ce réseau d'entreprises-là. Pour plusieurs personnes, si vous les consultez autour de vous, vous allez leur parler des ESSAD, vous allez leur parler du PEFSAD, dont je ne vous ai pas parlé, du programme qui permet d'obtenir une certaine aide financière, et très, très peu de personnes connaissent ça. Alors, on a besoin de faire connaître ces services-là, de faire reconnaître ces services-là à leur juste valeur. Le réseau de coopération des ESSAD, tout de suite, même durant la première vague, s'est investi à faire une réflexion, ce qui a mené à la construction, à la parution d'un mémoire, un mémoire de réflexion qui s'appelle « Chez moi pour la vie ». La première vague a été une occasion de conscientisation sur l'investissement qu'on doit faire au Québec pour entreprendre un virage réel, fort, en ce qui concerne le soutien à domicile. Vous allez dire, oui, vous êtes déjà là. On va, nous, chez 100 000 personnes. Ce n'est pas 100 000 personnes qui ont besoin de services. C'est probablement 200 000, c'est probablement 300 000 personnes. Mais à cause des paradigmes que tout le monde a, qui n'ont pas beaucoup évolué, qui ont besoin de changer, à cause de notre culture québécoise, ce n'est pas négatif quand je dis c'est notre culture, c'est riche même, là, d'aider les gens quand ils sont en perte d'autonomie. Nos mères l'ont fait, nos grands-mères l'ont fait, puis il faut tous en être fiers. Mais on est à un autre moment comme société aujourd'hui où il faut peut-être se tourner vers autre chose. Alors, les services à domicile sont certainement une voie d'avenir. Donc, le mémoire qu'on a publié au début de l'automne, Chez moi pour la vie, qui va être disponible si vous le souhaitez, là, on va vous le transmettre. Ce qu'on demande au gouvernement du Québec, c'est d'entreprendre immédiatement des travaux pour faire un virage soutien à domicile, mais en y investissant les ressources nécessaires pour que les usagers, que tous les aînés qui ont besoin de services, les personnes ayant des limitations fonctionnelles, puissent avoir accès aux services parce qu'ils ont la capacité financière à cause d'un programme d'aide financière, parce que les services sont disponibles. Donc, d'investir les ressources qui permettent d'avoir une réponse précise aux besoins de services. D'autre part, une autre grande préoccupation qu'on a, et récemment, en novembre, on a enfin obtenu une réponse à plusieurs demandes qu'on a formulées au cours des années, qu'on ait les moyens de payer les gens qui travaillent, les préposés d'aide à domicile de façon convenable, à la hauteur de ce que ça vaut, une préposée d'aide à domicile qui gagne beaucoup moins qu'un plombier, qu'un électricien ou un autre travailleur dans notre société. Il faut vraiment faire évoluer ça. Une préposée d'aide à domicile mérite, vous l'avez vu concernant, quand on a parlé des préposés aux bénéficiaires dans les centres d'hébergement, dans les CHSLD, c'est des emplois qui n'ont pas obtenu à ce jour le niveau de reconnaissance financière qu'ils méritent. Donc, Benoît, excuse, je te coupe pas parce que c'est pas fondamental, je pense, comme enjeu. Je conclus. Alors, on vous encourage à nous appuyer, à susciter aussi un grand intérêt du soutien à domicile, à consulter le mémoire Chez moi pour la vie et à être aussi motivé que les ESSAD le sont pour faire en sorte que le Québec soit une société qui priorise comme première option qui permet à une personne de rester chez elle le plus longtemps possible. Je suis désolé d'avoir dépassé. Ben non, il n'y a pas de problème. Ben merci. Je pense que ce qu'on a entendu, c'est ce souci de servir la communauté, une gouvernance qui suit et encadre cette orientation, mais aussi une certaine frustration de ne pas être assez connu pour ce travail qu'on fait et pas être assez reconnu, d'une part par des fois des mesures gouvernementales, mais aussi peut-être du grand public comme étant une solution structurante pour des défis de société, de reconnaître que
la question du logement, d'être chez soi et de pouvoir y rester le plus longtemps possible est un choix de société qui est structurant à plein d'égards, au niveau de la dignité des gens, au niveau économique, au niveau territorial. Pour nous parler justement, pour rester chez soi, il faut avoir un logement. Et donc, pour nous parler de la question des logements, j'ai Éric Simon, qui est directeur général de l'Association des groupes de ressources techniques du Québec, ou l'AGRTQ de son petit nom. Éric? Merci. Malgré ce que Benoît a dit, vous allez comprendre qu'on est très, très complémentaires, puis de toute façon, on travaille beaucoup ensemble. C'est parce que quand on a des aînés qui ont besoin de services et que les ESAD viennent les emmener, on les dit qu'il faut les garder chez soi. Mais le chez-soi, qui est un vecteur principal en santé, de s'assurer d'avoir un endroit sécuritaire, confortable et adapté à ses besoins, bien, chez les aînés, les situations changent et le vieillissement fait en sorte que souvent et beaucoup, et selon les revenus, les gens sont dans des logements inadéquats pour leurs conditions de vie. Alors, même si tu as un service impeccable des ESAD chez vous, mais que tu es dans un troisième étage trop cher, insalubre, sans réseau social, tu as beau avoir ta seule visite des ESAD, ce n'est pas un milieu de vie pour les aînés. Il faut réussir à s'assurer que les aînés aient un vrai chez-soi qui s'adapte et qui répond aux besoins de quelqu'un qui veut se développer de façon adéquate et que les aînés ont besoin. Alors, cette complémentarité-là, et les ESAD, en passant, font affaire. Les habitations communautaires est un lien aussi très fort avec les ESAD qui viennent dans le chez-soi des gens dans l'habitation communautaire. Benoît l'a très bien mentionné, la pandémie a mis en évidence bien des choses, dont l'importance du chez-soi. Et la situation des CHSLD, des RPA qu'il y a eu, a mis en lumière l'ensemble des problématiques puis de ce qu'on doit faire pour réussir à bien desservir et garder en santé nos aînés et des aînés qui doivent prendre toutes leurs valeurs, où on se rend compte qu'ils ont été beaucoup délaissés depuis plusieurs années par l'ensemble de la société. Il y a d'ailleurs Chantal Desfossés, qui est la directrice du regroupement des Québécois des OSBL d'habitation, qui, suite à une enquête il y a quelques semaines, avait sorti une lettre, un cri du cœur qui disait bien, il y a un autre modèle de possible que les grands hôtels, puis le privé ou les CHSLD. Bien, ce modèle-là, bien, c'est l'habitation communautaire qui a été créée pour répondre à ces besoins d'habitation-là. Je vous remets un peu un topo. Là. Dans les années 70, le Québec s'est mobilisé en se disant il faut qu'on se mette un modèle d'habitation, il faut qu'on réponde à nos besoins en habitation. Puis on a inventé un modèle qui est pour les personnes de logement à faible et modeste revenus. On s'est mis à construire des propriétés collectives qui étaient basées sur les besoins des communautés. Donc, ce n'est pas des entreprises basées sur le profit, mais bien sur comment on répond à un besoin aussi fondamental que l'habitation. Et on a développé tout un réseau d'habitation communautaire qui a commencé d'abord par les coopératives, auxquelles s'est ajouté ensuite les OSBL d'habitation. Et plus récemment, il y a le modèle des coopératives de solidarité là, qui s'est rajouté pour le modèle, particulièrement là, pour ce qui est de ce qu'on parle des aînés. On s'est aussi créé des programmes avec le gouvernement. Le fédéral, au début, il est parti. On a créé des programmes à Québec pour s'assurer qu'on puisse réaliser ce type d'habitation-là, une intervention qui était innovante et qui fait ses preuves. Et aussi, donc, nous, à l'Association des groupes de ressources techniques, on s'est créé, l'ensemble du réseau d'habitation a créé un réseau de développeurs parce que développer de l'habitation, ça ne se fait pas en claquant des doigts, c'est compliqué. Et on veut s'assurer que partout à travers le Québec, les gens aient accès à une ressource pour pouvoir créer ce type d'habitation-là innovante. Et donc, dans le temps, on est rendu à plus de 45 000 logements communautaires là, qui ont été créés dans les programmes d'habitation communautaire. Et nous, on est 25 GRT qui couvrent l'ensemble dans l'association, qui couvrent l'ensemble du territoire pour permettre la réalisation de ces projets-là. Pourquoi ce modèle-là est avantageux pour les aînés? Comment on les garde en santé avec ça? Bien, il faut se rappeler d'abord qu'est-ce qui caractérise l'habitation communautaire? C'est quoi les valeurs de base et comment ça fonctionne? Même principe, habitation en économie sociale, donc propriété collective avec une structure démocratique. C'est géré par ses membres, soit par les proches ou les partenaires de la collectivité. Puis les membres sont au cœur de la gouvernance. Donc, c'est des parties prenantes des opérations, sont impliquées dans le développement du milieu de vie. Ce n'est pas juste un logement loué, c'est une propriété collective. C'est des milieux de vie qui sont créés pour favoriser le maintien, l'autonomie de la santé le plus longtemps possible et on exclut le profit de l'équation. Les finances et la viabilité est là, mais le profit
et pas dans l'équation de la création des organismes. C'est des logements abordables, de qualité, pour les gens autonomes, semi-autonomes, pour des revenus modestes et faibles. Et, entre autres, particulièrement pour les milieux ruraux, mais ça répond à l'occupation du territoire, à la revitalisation des milieux, puis à maintien des gens sur les lieux. Donc, c'est très important comme répercussion. Et les effets que ça a pour les aînés, puis pour la suite des choses, bien, il y a l'abordabilité. Ce que ça fait, c'est une réduction du fardeau et une capacité des gens à mieux manger, à mieux s'habiller, à mieux vivre au lieu de survivre. Et ça, c'est énorme. Ça a un impact directement donc, sur la santé des gens. Ça a un impact sur la qualité du milieu dans lequel ils vivent, non seulement sur le physique, mais sur l'environnement. Ça crée une stabilité. Quand on dit on veut déménager, quand on devient vieux, on se met à déménager, bien, plus on en fait des changements, des déménagements en vieillissant, plus on déracine, plus on fragilise les gens. Bien, on veut faire le moins de déménagements, en trouver un bon et le maintenir dans un milieu de vie. Et cet environnement-là aussi, ça crée un environnement de sécurité, de vie sociale, d'activité qui est nécessaire dans la vie des gens et dans leur épanouissement. Donc, tout ce réseau-là, ça diminue l'exclusion sociale, l'isolement. C'est un réseau d'entraide. Vous savez, avec le vieillissement de la population, les familles sont moins nombreuses, les capacités à être en réseau et d'avoir un soutien est beaucoup plus difficile. Alors, bien, ça répond aussi à ça parce qu'une habitation communautaire, en côtoyant dans l'ensemble des activités, on se crée ce vrai réseau-là qui permet un maintien en santé, une intervention efficace pour la suite des choses. Parce qu'un logement communautaire, il faut se le dire, c'est de la baisse de la pauvreté, c'est une baisse des demandes dans les banques alimentaires, c'est une baisse d'intervention en santé et sinon une baisse de la gravité des interventions en santé. C'est une valorisation des aînés comme des citoyens à part entière. Ce n'est pas juste des locataires dans un immeuble, c'est des gens qui sont propriétaires et qui travaillent ensemble. Et c'est un lien avec le réseau de la santé aussi et avec les partenaires qui s'occupent de leur santé. Vous savez, tous ces bienfaits-là, ce n'est pas juste nous parce qu'on se vante et on dit qu'on est les meilleurs, mais ça a aussi été, ça fait longtemps que c'est là, ça a été prouvé. Et KPMG a d'ailleurs fait une étude qui remontrait tout ça en 2019 là, pour la SCHL, qui remettait et chiffrait ces impacts-là sur ce qu'on fait. Si vous voulez en savoir plus sur l'habitation communautaire, je vous invite, il y a un documentaire qui a été fait 40 ans, les bâtisseurs 40 ans d'habitation communautaire. Vous pourrez le voir, je vous mettrai dans le chat l'adresse où aller voir et vous allez avoir beaucoup plus de détails sur les merveilleux impacts que ça peut avoir. Mais vous savez, ce modèle-là, la beauté, c'est qu'il s'adapte bien. Il est conçu et il s'adapte à la réalité et aux besoins des communautés. Non seulement sur le bâti, mais aussi sur l'interaction de l'endroit où il est bâti. On fait-tu de l'intergénérationnel? Est-ce qu'on fait des projets mixtes? Est-ce qu'on fait, on inclut l'économie sociale, des CPE, il y a le principe des accorderies, je ne sais pas si vous connaissez, là, qui est comment on utilise le savoir et les connaissances, l'expertise des aînés pour offrir des services à la communauté et donc de les garder occupés et de servir et de faire du développement durable. Il faut qu'on pense l'habitation, pas juste sur un besoin, j'ai besoin d'un loyer moins cher, j'ai besoin d'un milieu de vie et d'une interaction dans la communauté. Et le vecteur de l'habitation communautaire permet de tisser ces liens-là. Le lien avec les ESSAD en est un bel exemple. Comment on réussit à intégrer tous les besoins des individus et de la communauté dans un même endroit. Regardez présentement, c'est quoi l'alternative pour quelqu'un qui est moindrement à faible revenu, puis qui vieillit, puis qui est dans un endroit qui ne répond pas à ses besoins. Bien, il n'y a pas grand choix. C'est-à-dire, soit ils restent chez eux dans un milieu insalubre qui ne répond pas, puis un moment donné, il va tomber dans un CHSLD parce qu'il va avoir attendu trop longtemps, il n'aura pas réussi à se trouver une habitation adéquate et il n'y a personne qui veut, ça va être le dernier vecteur, le dernier choix qu'il va y avoir. Sinon, il va aller dans une résidence privée qui va être soit trop cher, il va se ruiner, il n'y aura pas de réseau et il va avoir à déménager souvent pour essayer de combler ses besoins sans avoir vraiment la capacité de le faire. Et donc, on laisse tomber tout un pan de population et c'est ça qu'on essaie à quoi l'économie sociale par l'habitation communautaire, on répond, de réussir à s'occuper de notre monde et de le faire collectivement. Et c'est tout un défi parce qu'on a parlé du vieillissement, là. On est à peu près à 16 % de la population qui sont des aînés présentement, mais on va être à 25 % en 2031.
Donc, il va y avoir, on estime, là, si on prend toutes les habitations pour aînés, on prend les ressources intermédiaires, les résidences privées, CHSLD, tout ça, là, il va manquer plus de 400 000 logements à travers le Québec adaptés pour les aînés. Ça veut dire qu'il y en a qu'on veut garder par les services, qu'on pourra baisser la pression en les maintenant plus longtemps dans leur logement, mais il y a un boom qui s'en vient où il y a des gens qui ne pourront pas rester dans leur logement et qui n'auront pas les moyens d'aller dans un logement de qualité. Alors, on doit accélérer le momentum pour réussir à y arriver et en construire plus pour permettre aux gens d'avoir une qualité de vie adéquate. Ça a fait ses preuves. Il y a près de 400 projets à travers le Québec. Le problème, c'est que présentement, le financement, on estimait à peu près à 5 000, des années 70, il fallait réussir à faire 5 000 unités par année pour répondre aux besoins et à la croissance. Et on n'a jamais atteint ça, 5 000 par année de projets financés par l'État. Et on a diminué même, et depuis plusieurs années, la part du financement diminue. Alors, la reconnaissance de ce modèle qui fonctionne et le financement adéquat de ce modèle-là et de réussir à le répandre de façon adéquate. Et il n'y a pas eu ça fait 40 ans qu'il n'y avait pas eu ça, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas aucun nouveau logement financé par l'État. Alors, pendant qu'on est en train de vivre un boom et qu'il faut se préparer à 2031 puis loger de plus en plus d'aînés dans les logements adéquats, on a coupé le développement de l'habitation communautaire et ça devient une problématique auquel il faut voir s'attaquer très, très rapidement parce qu'on l'a dit, c'est important pour leur santé, c'est important pour notre communauté, pour nos territoires et pour réussir à avoir une qualité de vie qui soit adéquate. Merci, Éric. J'entends, si je fais le lien aussi avec l'intervention précédente, qu'il y a quand même un historique d'innovation au Québec. On a posé des gestes très ambitieux dans le passé qui ont créé le réseau des ESSAD, qui ont créé le réseau de la GRTQ, qui ont mis en place des programmes. Donc, il y a quelque chose qui montre que c'est possible d'aller au-delà du train-train puis de poser des gestes structurants. Puis en même temps, comme M. Caron le disait, M. Simon le disent, il y a un besoin criant qui est bien. La réponse actuelle est très, très inadéquate par rapport aux besoins actuellement et on sait que le problème, la situation, cet enjeu ne fait que s'accroître. Alors, il y a vraiment un enjeu majeur là de société parce qu'en introduction, on le disait, ce n'est pas juste par rapport aux aînés actuels, mais c'est l'ensemble de la société qui est affectée avec ça. Et je veux quand même souligner que dans les exemples, la façon que tu en parlais, Éric, on parlait de les préoccupations qui sont là sont les préoccupations autour de la personne. Et je rappelle que l'économie sociale, une des caractéristiques, c'est vraiment ça, c'est de mettre les besoins des personnes avant celles des investisseurs ou avant celle d'une norme gouvernementale qui va être pareille pour tous, qui est très appropriée dans certains cas, mais dans un cas comme des soins aux personnes âgées, c'est sûr que des situations les populations cibles sont très différentes, avec des limitations différentes, les communautés sont de taille différente, et donc la réponse qu'on peut ou veut apporter à ces enjeux va différer. Et pour nous parler un peu de cette différenciation-là, des cas spécifiques un peu sur un territoire, puis qu'est-ce que ça change, comment les réponses changent selon le territoire où on les vit, puis la population, on a Noémie Bernier qui est du pôle de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. Noémie? Oui, merci Béatrice. Bonjour à tout le monde. Merci au chantier pour la série de conférences qui s'annonce plus qu'intéressante pour l'hiver, dont celle-ci qui parle des soins aux aînés. Moi, comme Béatrice l'a mentionné rapidement, là, je vais vous parler plutôt de soins élargis parce qu'évidemment, la santé ne se résume pas à certains points très précis. Elle est très, très large. Je vais faire une faveur au visuel de ce monde, dont moi, et je vais vous partager une présentation. Si ça ne bug pas trop. Et voilà. Donc, je me représente parce qu'il n'y a pas grand monde qui me connaisse. Noémie Bernier, je suis directrice du pôle d'économie sociale Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, un des 22 pôles au Québec qui travaillent à faire connaître l'économie sociale et le travail des entreprises d'économie sociale sur leur terrain avec leur réalité particulière. Évidemment, la Gaspésie et les îles, je dirais que l'enjeu démographique, ça fait déjà des années qu'on s'en préoccupe et il est très important et il se découpe peut-être en 2 points.
D'abord, évidemment, on se soucie de l'occupation du territoire, de la vitalité du territoire. Donc, cet enjeu-là le touche très grandement, mais aussi le bien-être des aînés, donc au niveau de l'individu. Et c'est un peu ce que je vais vous présenter dans mon fameux 10 minutes. Donc, rapidement, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, vous le savez, c'est un grand territoire et un beau territoire, mais il y a plusieurs enjeux. D'abord, d'un point de vue historique, il y a eu un enjeu de fermeture de rangs ou de villages qui a créé des milieux dévitalisés dans certains endroits avec une centralisation des services, parfois des services essentiels, la fermeture de services de proximité, etc. Pour les îles de la Madeleine, on parle d'un contexte insulaire, évidemment, qui apporte, je dirais, des défis donc particuliers au niveau du transport, des communications, au niveau de l'économie aussi, puisque, en fait, pour la région, il y a beaucoup cet enjeu de saisonnalité. Mais comme je le mentionnais en introduction, c'est vraiment l'enjeu démographique là, qui peut ressortir de façon très forte. Une région où on a de la difficulté à retenir nos jeunes pour différentes raisons, mais aussi une région qui est la plus âgée du Québec. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ici, il y a 27,5 % des habitants qui sont de la tranche d'âge de 65 ans et plus. Et comme mes camarades de panel vous l'ont dit, la tendance ne s'inverse pas. Donc, c'est un enjeu qui est très préoccupant. Maintenant, en quoi l'économie sociale participe au développement territorial de notre région? Je dirais que pour une région qui est dite éloignée et rurale, elle participe à la vitalisation ou même à la revitalisation de milieux. D'abord parce que les entreprises d'économie sociale sont localisées où il y a des besoins. Donc, elles ne sont pas nécessairement centralisées. Je vous donne un exemple. En général, tout le monde connaît Percé, donc Rocher-Percé sur la route 132, mais très peu de personnes connaissent le fameux village de Val-d'Espoir qui a failli fermer il y a quelques années. Et on peut retrouver à Val-d'Espoir une entreprise d'économie sociale qui œuvre en sécurité alimentaire. Donc, elles sont installées là où il y a des besoins et parfois même, comme dans l'exemple que je vous mentionne, elles prennent la forme de services de proximité, donc de façon importante. C'est-à-dire que d'abord, elles existent où les services ont été fermés, donc par exemple ton dépanneur qui ferme. Elles permettent une proximité géographique sur un grand territoire, ce qui est non négligeable. Elles visent une accessibilité économique aussi et elles créent une proximité sociale parce qu'évidemment, la préoccupation centrale, c'est l'usager, c'est l'humain. Et puis, pas besoin de vous dire aussi que ces services de proximité-là, disons que c'est un enjeu de survie pour les villages, donc elles deviennent importantes dans leur milieu. De façon plus large, je vous ai parlé de vitalisation. Vous avez plusieurs exemples, dynamisation de la société civile, la création de maintien d'emploi. Et ce qui nous préoccupe aujourd'hui, une influence sur l'enjeu démographique. Donc, autant sur la rétention des gens dans les villages, mais aussi sur la qualité de vie des personnes aînées. Donc, je vous disais, soins élargis, moi, je vais vous parler de qualité de vie. Évidemment, il y a deux secteurs particuliers que mes camarades vous ont présentés. Les soins à domicile sont très importants à Gaspésie-les-Îles. On a beaucoup de propriétaires des grands terrains dans des maisons, on parle moins d'appartements, mais donc, c'est important de pouvoir permettre à ces personnes-là de vieillir chez eux, donc participer à leur identité, leur appartenance pour leur maison, mais aussi leur appartenance pour leur village. Après, évidemment, il y a le logement qui est important aussi, qui permet une accessibilité et des services de qualité qui sont basés sur l'usager. Mais quand on parlait de santé de façon générale, on peut parler de déterminants de la santé et c'est là où toutes les autres entreprises d'économie sociale se positionnent. Donc, les entreprises d'économie sociale peuvent permettre aux aînés, par exemple, d'avoir accès à un transport collectif. Donc, même si la voiture domine encore en général au Québec et chez les aînés, eh bien, pensons à un transport collectif et adapté et disons que c'est d'emblée plus pertinent peut-être pour notre grande région. Ensuite, évidemment, les entreprises d'économie sociale dans divers secteurs permettent l'accès à la culture, par exemple. Brisons le fameux stéréotype de la culture, c'est juste dans les grands centres. Gardons nos aînés ici en leur permettant d'avoir accès à une culture intéressante et d'ici. Les médias locaux ont aussi leur place, l'information d'ici par les radios communautaires, les télévisions communautaires, les journaux, pour ce qui en reste. C'est important. Et quand je parlais d'accès à des activités, là, c'est vraiment large. Je veux dire, on peut penser aux centres communautaires, on peut penser aux musées, aux associations de pêche, de golf, etc. Donc, ces activités-là permettent aux aînés d'avoir finalement un milieu de vie qui est intéressant. Ultimement,
un des facteurs, une des choses qui est importante dans le bien-être des aînés, il y a une étude qui est ressortie au Québec à la fin décembre dernier, et la participation sociale. Et ça, c'est un point important dans les entreprises d'économie sociale. Elles encouragent la participation sociale des gens. Donc, les aînés peuvent, à ce titre, participer à titre de bénévole dans des activités, participer un peu aux réflexions, aux orientations des entreprises, donc même siéger sur des conseils d'administration. Sinon, je l'ai mentionné aussi rapidement, mais les entreprises d'économie sociale dynamisent le milieu de vie, donc oui, par leurs activités, mais aussi parce que si tu n'as pas d'école de cirque, d'école de danse, de centre de la petite enfance, de centre de ski, peu importe, tu ne peux pas garder ton monde, attirer du monde, donc des nouvelles familles, et qui, là, peuvent créer un voisinage intéressant. Si tu es tout seul dans ta maison, tu as 65 ans et plus, dans le fond de Val d'Espoir, je vous dis que vous ne resterez peut-être pas nécessairement longtemps à la maison. Donc, voilà. Et les entreprises d'économie sociale sont aussi centrées sur les besoins, vous l'avez compris. Je vous donne un exemple ici en Gaspésie. On a à L'Anse-au-Griffon un centre culturel Griffon qui a plusieurs activités rattachées dans leur fameux bâtiment historique, dont un café, des salles à louer, etc. Et cet été, après le premier confinement, leur questionnement, ça a été de se dire comment est-ce qu'on peut briser l'isolement des personnes aînées, sachant que dans le village, la majorité des gens sont des personnes aînées, sachant que toute la situation de la pandémie fait craindre à ces gens-là, finalement, qui sont plus vulnérables, fait craindre pour leur santé, mais aussi sachant très bien que la pandémie a eu un impact et a encore un impact très fort sur la santé mentale des gens. Donc, un exemple comme ça parmi tant d'autres. Donc, pour la suite, pour 2021 et ce qui va venir, considérant le nouveau plan d'action en économie sociale du gouvernement, investissons individuellement et collectivement dans nos entreprises d'économie sociale pour les renforcer, leur permettre de donner les services de qualité qu'elles souhaitent offrir et de pouvoir développer d'autres services ou initiatives qui vont répondre à des besoins de la population. Et soulevons que la pandémie a soulevé des besoins peut-être plus criants, je dirais. Et ça passe par la reconnaissance, oui, de l'économie sociale, de qu'est-ce qu'elle peut faire dans un domaine de la santé comme ça, qu'est-ce qu'elle peut faire de façon concrète pour la qualité de vie, on parle ici des aînés. Puis, c'est un peu le rôle qu'on porte ici au pôle, de valoriser ici sur notre territoire ce qui se passe à cet égard. Pour vous donner un exemple peut-être plus concret, parce qu'il y a des gens qui aiment les priorisations, bien, investissons dans nos entreprises d'aide à domicile qui sont importantes ici en Gaspésie-les-Îles. Investissons aussi dans les logements collectifs. Il y a un manque de place ici en Gaspésie-les-Îles, c'est aussi un besoin. Par contre, positionnons-nous aussi pour investir dans les services, dans les logements collectifs qui existent déjà, pour permettre, par exemple, un service 24/7 de sécurité, c'est important pour les aînés aussi. Donc, il faut réfléchir à tous ces enjeux-là, mais aussi investissons de façon large dans nos entreprises d'économie sociale qui permettent d'avoir un voisinage, un milieu de vie intéressant pour ces personnes-là, un milieu où ils vont souhaiter vieillir et ultimement où ils vont pouvoir participer à la vitalité de leur territoire humain. Voilà, je vais vous remettre les visages. Merci, Noémie. Merci, les trois. Je pense que ça montre bien tant l'ampleur de l'enjeu de société, mais aussi la contribution spécifique que fait l'économie sociale. Et là, moi, je l'entends dans vos présentations, mais j'aimerais ça qu'on le réexplicite. Pourquoi, puis la question est vraiment aux trois panélistes, pourquoi l'entrepreneur collectif? Pourquoi l'économie sociale? Qu'est-ce que ça change dans les façons de faire pour répondre à ces enjeux-là, puis dans votre modèle d'affaires? On va peut-être faire le premier ordre, donc M. Caron en premier. En fait, c'est difficile de ne pas être motivé quand on répond à ta question, Béatrice. Là. Je pense que le Québec a démontré d'une façon assez éloquente la capacité que les gens, les citoyens peuvent avoir à s'organiser au lieu de se faire organiser. Alors, quand on se fait organiser, quand quelqu'un d'autre s'occupe de répondre à nos besoins, mais il le fait comme il le pense. Moi, j'ai assisté en 96, j'étais là, puis j'ai vu le développement. Puis j'ai eu un passage en habitation, donc je connais un peu le travail d'Éric aussi. Là. Et puis, c'est difficile, une fois que tu y as été, de ne pas être motivé par le pouvoir de l'économie sociale, le pouvoir de la coopération, le pouvoir de l'entrepreneuriat collectif. C'est à cause des ancrages. Quand on fait un projet pour répondre à un besoin, puis je pense que Noémie l'a bien démontré avec des exemples en Gaspésie, on le fait sur mesure.
c'est des projets sur mesure. Et ça, quelqu'un de l'extérieur qui va venir répondre à nos besoins, ben, il ne le fera pas sur mesure. Il va le faire dans son intérêt à lui, alors que nos projets en matière d'entrepreneuriat collectif sont des projets qui sont portés, dessinés, élaborés, réalisés par ceux qui vont le consommer. Merci. Éric? Moi, je veux dire que je pense que les gens sous-estiment la valeur du travail pour les collectivités quand on travaille ensemble sur des objectifs communs. Tout le monde a de l'innovation, des capacités de travail, et quand on multiplie les efforts pour un même but, collectivement, on va tellement plus loin, et sans se badrer de bifurquer les objectifs parce que c'est basé sur un individu, sur une compagnie ou sur un intérêt. Quand c'est basé sur une collectivité, tu ne peux pas aller ailleurs que de servir les gens et d'avoir la force d'aller plus loin et d'arriver à des plus grands résultats. Puis avec tout l'État qui peut y intervenir, parce que tu n'es pas à favoriser des gens, tu es en train de desservir tes citoyens. Alors, c'est ça que les gens doivent comprendre, que quand on fait de l'économie sociale, on peut aller plus loin et plus fort et mieux organisé que si on attend que des gens dans des intérêts privés ou particuliers décident de venir de jouer dans des plates-bandes. Merci. Noémie, est-ce que tu voulais rajouter à ça? Ben, je pense que je ne rajouterais pas dans le sens que je pense que ma présentation le présentait, mais aussi ce que Éric et Benoît viennent de dire. Puis ça ramène aussi au principe de base de qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat collectif finalement. Tu sais, on parle d'autonomie de gestion, mais on parle de processus de décision démocratique qui implique les gens autour de l'entreprise. Qui implique aussi la primauté de l'humain sur le capital et qui répond à un besoin ou des besoins, donc s'adaptant selon la réalité locale. Oui, tout à fait. On a eu une question dans le clavardage qui ressemble un peu à une des questions que je voulais poser. Tu sais, on a parlé que l'enjeu est très grand au Québec et je pense qu'il dépasse les capacités de qui que ce soit, clairement des individus, mais aussi des fois des communautés. Comment est-ce qu'on peut... Est-ce que c'est possible de travailler... Ma question était, est-ce que c'est possible de travailler cette question de façon cohérente et complémentaire avec les acteurs du public, donc que ce soit santé, logement, les municipalités, avec les efforts dans le privé? La question de M. Potvin posait sur les mesures gouvernementales pour reconnaître, je pense qu'il y a un enjeu de société de reconnaître la valeur des soins, de la fonction des soins et de financer ça à la hauteur de la valeur de société que ça a. Comment voyez-vous ça, cette contribution, cette cohérence, cette capacité de travailler tous ensemble pour cet enjeu de société qui est tellement grand? En fait, moi, je dirais que la pandémie, la première vague, la deuxième vague qu'on est en train de vivre sont des événements tristes, négatifs, etc. Je pense qu'on peut aussi les voir comme un levier en ce qui nous concerne ce midi. Je pense que l'expérience qu'on vit depuis 10 mois démontre l'importance de l'implication citoyenne, de l'organisation collective, etc. Donc, c'est sûr que je crois qu'en 2021, la réceptivité, que ce soit du gouvernement, que ce soit d'autres partenaires potentiels, quand on parle d'aînés, parce que c'est le sujet qui nous intéresse particulièrement ce midi, quand on parle d'économie sociale aussi, bien entendu, vont être particulièrement, peut-être, je pense à nous, là, des services à domicile ou en habitation communautaire, on va avoir de belles occasions de démontrer la pertinence de ce dans quoi on œuvre depuis des décennies maintenant au Québec et de l'importance pour l'avenir de poursuivre puis d'amplifier ce développement-là d'entrepreneuriat collectif en ce qui concerne les aînés. Donc, moi, je vois une opportunité au sortir de l'actuelle pandémie. Moi, je pense qu'il y a un enjeu vraiment important où le gouvernement n'a pas réussi pendant longtemps à mettre l'agenda des communautés dans les gouvernements nationaux, si on veut. On n'a pas réussi à se mettre à l'agenda. Il était toujours juste en dessous, même si c'était des besoins essentiels, même si c'était des réalités. Il y a beaucoup de fonctionnaires, des gens de la santé localement qui portaient des priorités, mais que ce n'était pas des débats de mettre de l'avant des grands chantiers, des grands mouvements. Et on doit réussir et on le voit avec la pandémie, là, on a comme un élan. Et on l'a vu, il y a le G15 qui a été créé avec des gens du privé, des syndicats, l'économie sociale, l'environnement, une relance verte et solidaire. Il faut qu'on garde cette ère d'aller-là pour réussir à faire des changements publics importants de reconnaissance, de penser aux individus.
L'économie sociale ne prétendra pas remplacer tout le privé dans toutes les sphères de la société, mais il y a des endroits où c'est nécessaire, important et qu'il faut le faire et que ça fait toute une différence. Et c'est ça le débat qu'on a présentement. Puis juste, il y a quelqu'un qui demandait dans le chat comment faire de l'habitation communautaire. Regardez sur le site agrtq.qc.ca, trouvez le GRT local, donnez-lui un coup de téléphone. Vous allez avoir un accompagnement du début à la fin pour réussir à le faire. Bon. Pour revenir sur la question de la complémentarité peut-être avec les différents acteurs, donc public, privé, puis avec un regard régional, si je peux dire, là, moi je pense que oui, c'est faisable, c'est important, ça se fait déjà, puis ça participe au développement territorial. On ne peut pas voir l'économie sociale pour répondre à tout. Je pense que c'est de façon complémentaire que ça le fait, évidemment. Donc, il y a déjà des exemples là, entre des organismes communautaires, des entreprises d'économie sociale, des entreprises privées, le public qui essaye d'agir, par exemple, au niveau de la santé des aînés. Je pense que vous pourriez parler à des gens sur le terrain, puis ils vont vous en mentionner des exemples. Donc, je pense que la dynamisation des milieux passe par des partenariats de tout genre. Donc, moi, je le vois très important pour notre territoire. Au chantier, on parle de plus en plus de la notion de démarchandiser les soins aux personnes vulnérables, que ce soit des jeunes enfants, puis on l'a vu, la façon de répondre, la création des CPE a complètement changé la dynamique des soins aux jeunes personnes. On peut penser aussi aux personnes qui vivent avec des handicaps ou des limitations fonctionnelles. Ici, on parle de personnes aînées, d'enlever une logique marchande, mais on parle aussi dans tous vos exemples d'entreprises d'économie sociale. Comment est-ce que votre entreprise ou votre réseau d'entreprises contribue à démarchandiser? Comment vous comprenez cette orientation? En fait, le mot démarchandiser, moi, je l'apprécie beaucoup, puis je pense qu'on doit le véhiculer le plus possible parce que le risque de marchandisation, considérant l'envergure des besoins, est très présent. Puis on doit avoir un œil dessus de façon stratégique, bien entendu. C'est sûr que quand on travaille en entrepreneuriat collectif, en coopération avec un organisme à but non lucratif, on est, nous, des accompagnateurs, là, des gens qui sommes présents, soutenons, etc. On nous ramène rapidement à l'ordre quand on déroge du projet des citoyens, des projets de la communauté. Alors, c'est certain qu'on est branché, si on veut, là, sur la réalité. Donc, je trouve que c'est un élément qui nous dirige, qui facilite peut-être le développement des projets, puis le développement de la réponse aux besoins. Alors, voilà. On a eu, nous, dans le temps, toute une adaptation à faire entre un simple groupe communautaire qui offre des services à une entreprise d'économie sociale. On a le virage de dire on doit rendre viable ce qu'on fait, prendre l'aide de l'État, mais on doit faire le mieux possible et s'organiser en entrepreneur pour la collectivité et par la collectivité. Et ça, donc la démarche, de réussir à penser les choses autrement, mais en étant d'une rigueur et d'un professionnalisme, a fait tout un virage dans le temps et qu'on arrive maintenant à maintenir des services essentiels, à développer des choses sans justement avoir des critères du privé ou de rentabilité ou de traditionnel qu'on a. Puis ça, c'est important, puis c'est dans toutes les sphères, particulièrement en santé, puis l'économie sociale a une façon différente de faire qui change les paradigmes et qui rend ça vraiment, vraiment intéressant pour les collectivités. Eh bien, quand on parle de démarchandiser, ça importe de replacer l'humain dans les relations économiques. Puis je pense que c'est à quoi travaille l'économie sociale. Dans les entreprises d'économie sociale, c'est centré sur l'humain avant tout, donc le besoin de l'humain. Et ça n'empêche pas quand même cette entreprise-là, évidemment, de viser la rentabilité financière, mais avec un objectif de répondre à cet humain-là qui est derrière. Donc, c'est une relation économique autre que purement marchande. Puis je pense que c'est de là l'intérêt de l'économie sociale. Éric a déjà répondu. Il y avait une question intéressante de comment on s'implique, comment on peut aller en savoir plus. On n'a pas beaucoup de temps, juste en 2 minutes. Noémie et Benoît, si vous aviez à faire votre pitch de quelqu'un qui veut en savoir plus sur l'aide à domicile ou sur les pôles d'économie sociale,
ou s'impliquer dans des projets qui visent la qualité de vie des personnes aînées, quel conseil, mais vraiment en 1 minute? C'est certainement un investissement. Tantôt, je le disais, on a le choix, on peut s'organiser ou se faire organiser. Tous les exemples qu'on a donnés sont des exemples de citoyens, de communautés qui se sont organisées. Comment on peut le faire? C'est le réseau des entreprises d'économie sociale, je l'ai dit, est administré par des citoyens, par des usagers, par des représentants d'usagers. Le premier geste, c'est peut-être d'être ouvert à s'investir dans vos entreprises d'économie sociale. Je vous rappelle, il y en a 100 au Québec. On parle d'entreprises d'économie sociale en aide à domicile. D'autre part, on parle de services aux aînés, on parle de vieillissement de la population, on parle de soins. Je pense que oui, il y a les services à domicile, oui, il y a l'habitation communautaire, mais il y a aussi tout ce qui gravite autour, tout ce qui est nécessaire pour atteindre l'un et l'autre. Et puis à ce moment-là, c'est d'initier des projets dans les différentes communautés et d'éviter justement la marchandisation de la satisfaction des besoins. Donc, c'est s'investir. C'est probablement la meilleure chose à faire. Je dirais peut-être 3 choses rapidement. Donc, d'abord, si vous vous questionnez un peu sur les enjeux de votre territoire, ben, au sein des MRC, il y a toujours des plans de communauté qui sont une porte intéressante pour voir quels sont les enjeux et quelles sont les initiatives en cours. Donc, ça peut être une porte d'entrée. Deuxième point, pour les pôles d'économie sociale, vous avez quand même une vision globale avec une carte qui va vous permettre de comprendre sont où les 22 pôles par le site du chantier de l'économie sociale. Et évidemment, si vous vous intéressez à l'économie sociale en Gaspésie-les-Îles, il y a le site du pôle ou notre page Facebook. Merci. Je regarde le temps qui file. Je pense que ça a été vraiment intéressant, puis les commentaires confirment que je ne suis pas la seule à trouver ça intéressant. Surtout, je pense que ce sujet-là est tellement majeur et comme on l'a dit, il va continuer de croître. Donc, il est temps, je suis bien contente de voir qu'il y a des solutions qui se développent et je pense que ça nous concerne tous de les soutenir et de les multiplier et de les étendre. Ça va conclure notre webinaire, vous dire que l'enregistrement va être disponible dans les prochains jours sur le site du chantier, les documents qui vous ont été présentés également, et que le prochain webinaire va parler d'autonomie alimentaire, qui est un autre enjeu majeur de société, où on est encore dans une logique de comment on peut réfléchir ça dans une logique de développement territorial, mais aussi en fonction des besoins puis des aspirations des individus puis des communautés du Québec. Là aussi, c'est un défi clairement collectif ou commun à laquelle on doit apporter une réponse collective, je crois. Donc, au plaisir de vous recroiser à la prochaine édition de ces webinaires et merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.